voire même des planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil, hein, ce qui a été découvert depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà, la science est en constante bouleversement, en constante avancement. Et donc, qu'est-ce que fait l'astrophysicien? Donc, il étudie ces objets, hein, notamment ses propriétés physiques, il essaye de les modéliser, hein, et pour ça, il a des outils, hein, et ces outils, le premier, c'est bien sûr l'ordinateur, parce que maintenant, la quantité de données, la démarche scientifique s'appuyant sur des observations, la quantité de données étant énorme, on a besoin de cet outil-là pour fabriquer nos modèles, traiter nos données, les dépouiller, etc. Et ces données, il faut les acquérir, et pour les acquérir, on a besoin soit d'instruments sur Terre, et là, l'astronome voyage beaucoup pour observer, hein. Mireille pourra vous parler tout à l'heure de ses multiples voyages au pic du Midi, hein, sur des télescopes français ou même à l'autre bout du monde. Voilà. Ou alors, maintenant, la plupart des instruments sont aussi pilotés automatiquement et les données arrivent directement au bureau de l'astronome. Autre aspect aussi de ce domaine, comme les objets sont des objets extraterrestres, vous avez besoin aussi d'envoyer des instruments en dehors de l'atmosphère ou des sondes qui vont aller voir les planètes du système solaire. Pour l'instant, c'est uniquement le seul petit terrain de jeu auquel on a accès directement par l'intermédiaire des sondes. Autrement, avec nos instruments, effectivement, on peut aller voir un peu plus loin. Et plus généralement aussi, toute l'instrumentation scientifique, parce que c'est bien d'avoir un télescope, un radiotélescope, mais derrière, il faut un détecteur. Et par exemple, les caméras CCD ont été développées par les astronomes. Maintenant, ces appareils, vous les trouvez dans votre téléphone portable, dans n'importe quel appareil photo. Vous avez donc tout ce qui est développé peut aussi atterrir dans le grand public. Donc, ce qui veut dire que on vient de commencer à voir plusieurs choses. C'est qu'effectivement, on peut faire de la recherche sur certains objets de l'univers, hein, essayer de les modéliser, faire de longs programmes informatiques pour essayer de comprendre comment fonctionne une étoile, comment tourne une galaxie, comment se forment des planètes. Mais on peut aussi, ce métier-là, l'aborder par l'aspect un peu plus manuel ou pratique, c'est-à-dire construire, développer des instruments pour justement améliorer nos connaissances. Hein, je prendrai l'exemple de la découverte des ondes gravitationnelles il y a quelques années de cela, hein, ondes qui avaient été prévues par la théorie de la relativité d'Einstein, donc il y a 100 ans. Voilà. Eh bien, on a mis 100 ans à construire l'instrument qui était capable de découvrir ça. D'autres chercheurs avaient essayé, hein. Moi, je me rappelle du temps où je faisais mes études à l'Observatoire de Meudon. Eh bien, dans une cave à Meudon, il y avait un monsieur qui avait mis des grandes barres pour essayer justement de détecter ces ondes gravitationnelles. C'est des choses, c'est aussi un aspect, si vous voulez, du métier. C'est pas forcément par l'aspect, je dirais, théorie, modélisation, mais c'est par l'aspect de développement de nouveaux instruments d'optique. Hein, il citerait aussi un exemple, une phrase qui m'a toujours marqué. C'est Monsieur Wilson, hein, c'était un astronome américain qui, pendant très longtemps, a eu le télescope le plus puissant au monde. Et quand il l'a construit, on lui a demandé ce qu'il comptait découvrir avec cet instrument. Il a dit, si je le savais, je ne le construirais pas. Hein, donc, c'est vraiment ça la recherche, c'est vraiment pardon, essayer de trouver des pistes, de découvrir des choses que, pour l'instant, on ne comprend pas ou on ignore. Le métier. Donc, trois aspects dans le métier. Là, je vous ai beaucoup parlé de l'aspect recherche, mais vous verrez qu'il y a différents types de profils, mais généralement, le chercheur, il est également enseignant dans le supérieur ou simplement au niveau vulgarisation. Et puis, il y a également une part de gestion. Hein. Alors, la recherche, l'aspect recherche, c'est la démarche scientifique, hein, que vous connaissez, que vous avez commencé à appréhender un peu au collège, que vous allez continuer à développer au lycée. Hein. Donc, c'est observer, traiter des données, les modéliser, proposer une théorie. Et puis aussi, tout un volet plus littéraire, hein, et plus de partage. C'est-à-dire que c'est bien de faire sa petite recherche ou d'essayer de développer des choses dans son coin, mais c'est important aussi de pouvoir les communiquer et les transmettre.
Donc, vous avez une écriture d'articles dans des revues spécialisées. Voilà. Et le chercheur, voilà, son but ultime, voilà, c'est de publier ses travaux. Et vous pouvez aussi, et ça fait partie un peu de la partie gestion, demander des sous pour pouvoir utiliser du temps de télescope, pour pouvoir monter des colloques ou des manips. Voilà. Donc, il y a aussi toute cette démarche qui fait partie du métier. Toutes les réunions ou les commissions pour recruter des gens, pour lancer des sondes, développer des programmes. Voilà. Et plus vous montez en âge et en bouteille, plus vous prenez de responsabilités. Donc, vous allez diriger aussi des équipes, donc avoir de la gestion de personnel à faire. Et puis, donc, l'aspect également donc enseignement. On verra qu'au niveau des postes, vous pouvez être enseignant-chercheur. Et donc, dans ce cadre-là, vous partagez votre temps, je veux dire, entre effectivement votre recherche et puis vos étudiants. Et vous n'enseignez pas forcément de l'astro. Du coup, je vois que le temps qui m'est imparti, effectivement, va un petit peu vite. Donc, on va passer donc, aux études. Deux types principaux de parcours à l'issue du bac, soit les classes préparatoires aux grandes écoles ou les écoles d'ingénieurs, ou soit le parcours université avec 3 années de licence. Avec effectivement, si vous voulez faire de l'astrophysique, il faut une solide formation en physique, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez très bien arriver par le côté instrumentation, donc dans ce cas-là, ce sera plutôt des sciences de l'ingénieur, de l'électronique, mais la règle de base, c'est quand même la physique. Après ces 3 années de premier pas dans le supérieur, eh bien, vous pouvez passer à des masters. Donc là, il y en a une petite dizaine en France. J'ai mis un lien ici sur la Société française d'astronomie et d'astrophysique qui, en fait, vous donnera l'ensemble des formations donc, à Bac+3 et qui vous emmèneront jusqu'à un Bac+5. Et c'est là où vous spécialisez réellement en astronomie et astrophysique. Et puis, c'est pas fini. Pour être donc astronome ou donc enseignant-chercheur, eh bien, il vous faut un doctorat, c'est-à-dire une thèse, et c'est 3 années supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que c'est après 8 années que vous pouvez commencer à toucher le métier d'astronome. Pendant votre thèse, vous êtes rémunéré, donc vous commencez à travailler. Donc c'est comme si vous étiez déjà en fonction, sauf que vous n'avez pas un poste définitif. Alors les postes, il y en a 3 types. Donc c'est des postes de fonctionnaires, soit donc aux observatoires, c'est un poste d'astronome. Alors Mireille pourra vous en parler, il est à l'Observatoire de Paris. Alors, il n'est pas sur un poste d'astronome, lui, il est sur un poste d'ingénieur de recherche, mais pourtant, vous allez voir, il fait aussi de la recherche en astrophysique sur les astéroïdes, comme je vous l'ai dit. Un poste de maître de conférence ou de professeur d'université à l'université. Donc ça, c'est Monsieur Dulieu, qui est professeur d'université. Donc, quand il sera là, s'il peut nous rejoindre, il pourra vous en dire un peu plus. Ou alors, donc, un poste donc, à des organismes publics de recherche, comme le CNRS. Vous êtes chargé de recherche ou directeur de recherche. Et pour le coup, là, votre travail, c'est quasiment 100% dédié à la recherche. Vous n'avez pas tant de charges d'enseignement que ça. L'enseignement va avec le poste d'astronome et avec le poste de maître de conf ou de professeur d'université. Et pour conclure, ma dernière diapositive, les qualités pour ce métier. Eh bien, vous l'avez compris, il faut la passion effectivement de l'astre, de la science, etc. Des dons de communicants parce que vous devez transmettre, vous avez aussi le volet enseignement, mais votre science, vous n'avez pas à la garder pour vous, il faut que vous la communiquiez, que vous échangiez, c'est des programmes internationaux. La recherche forcément, de la curiosité, de l'imagination, de la créativité. Ça, c'est effectivement les qualités essentielles. De la rigueur et de l'organisation. Face à une quantité de données importante, il faut absolument que vous puissiez faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, de la physique, de la physique, de la physique. Donc ça, c'est effectivement, il faut aimer et pouvoir la comprendre et maîtriser. L'informatique, puisqu'actuellement, on est contraint et vous devez utiliser cet outil. Et l'anglais, parce que c'est la langue internationale et que ce métier, il est international. Vous partez souvent, c'est le dernier point que je voudrais évoquer, le goût des voyages, parce que vous partez soit pour utiliser des instruments pour faire des observations aux 4 coins du monde, soit
pour aller présenter vos travaux dans des colloques qui se passent aussi aux quatre coins du monde, quand on peut voyager, bien entendu. Voilà, je vais passer la parole à Mireille qui pourra vous détailler donc un peu plus son métier propre. Et puis, si j'ai des questions, je serai très heureux d'y répondre à l'issue de ces présentations. Et je vous remercie pour votre attention. Mireille, à toi. Non. Bonjour à tous, mon nom est Mireille Birland, donc je suis à l'Observatoire de Paris donc depuis un certain temps, donc je suis depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, j'ai commencé ma carrière en fait en Roumanie, à l'Institut astronomique de l'Académie roumaine, car je suis né en Roumanie, à Bucarest. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé en tant que physicien. Donc, j'ai suivi la faculté de physique, Université de Bucarest. Et au sein de l'université, je n'avais pas de filière astronomie. Et donc, du coup, lors de ma carrière, j'ai commencé en fait à chercher une partie des sciences astronomiques. Et donc, le fait que je sois embauché par l'Institut astronomique de l'Académie roumaine a fait que cette filière astronomie on pouvait la trouver ailleurs, mais pas en Roumanie. Et donc, comme ça, j'ai rentré en contact avec mes collègues de l'Observatoire de Paris, où j'ai fait des études d'astronomie, une thèse en astronomie, et plus particulièrement dans le domaine du système solaire. Je m'occupe en fait des astéroïdes, des petits corps qui sont à l'intérieur du système solaire, la plupart entre Mars et Jupiter. Et de temps en temps, vous entendez aussi des événements liés à l'astronomie, des objets qui approchent la Terre. Donc, du coup, la société humaine est assez préoccupée par des éventuelles collisions. Donc, du coup, cet aspect-là est traité d'une manière scientifique aussi. Mon métier me permet également de voyager beaucoup parce que la recherche que je mène, c'est une recherche à prédilection observation. Donc, du coup, l'accès aux facilités qui sont en France, observatoire des Pics du Midi, donc observatoire de Haute-Provence, mais aussi à l'étranger. Ce sont des grands systèmes d'observation, comme le système qui est actuellement qui est installé au Chili, le système européen Very Large Telescope. Toutes les facilités qui sont installées également au Chili dans un autre endroit qui s'appelle La Silla. Mais les observations, je peux également le faire à partir de mon bureau. Donc, en ayant accès à des télescopes à distance. Donc, on n'est pas obligé toujours de voyager, mais on peut accéder par ce biais-là, donc par le biais de l'informatique, de l'Internet, à notre science, faire notre science. Donc, dernièrement, dans les dernières années, 10 dernières années, je me suis spécialisé dans le domaine de la spectroscopie des objets sans atmosphère. Ces objets-là, des petits cailloux donc, du système solaire, n'ont pas d'atmosphère parce que leur champ de gravité ne permet pas de garder une atmosphère comme nous avons autour de la Terre. Et donc, c'est un domaine qui est lié essentiellement à l'étude des minéraux, donc la minéralogie, et c'est un domaine fascinant. Donc, en dehors de ça, donc, je m'occupe également de l'encadrement des étudiants en thèse. Je suis également impliqué dans des
activités qui sont au sein de la communauté scientifique, aussi bien en France que dans mon pays d'origine. Merci. Merci Mireille pour cette présentation. Maintenant, François va pouvoir effectivement compléter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la particularité de François, c'est que si les objets qu'on observe sont très loin et on est obligé d'avoir l'information que par la lumière qu'il nous envoie, François, lui, il vous fait vraiment des manips dans sa cave, ou presque. Oui, oui, effectivement, moi je construis des manips, donc des expériences de laboratoire pour comprendre un peu les connaissances humaines dans les milieux très bizarres que sont les milieux de formation d'étoiles. Puisque une des caractéristiques, c'est que pour que l'étoile s'allume, il faut que le gaz se comprime, et pour que le gaz se comprime, il faut que tout ça refroidisse. Et lorsque la matière se refroidit, il se passe des choses qu'on ne connaît pas. Donc moi, mon domaine d'étude, c'est vraiment les très basses températures qui sont liées aux régions de formation des étoiles et des planètes. Et en particulier, moi, je m'intéresse à la formation et à l'évolution des molécules. Donc, comment est-ce que l'eau se forme dans l'univers, comment est-ce que le gaz carbonique se forme, etc. L'eau qui est sur Terre n'est pas née sur Terre, elle est née avant même la formation des étoiles et des planètes. Donc, c'est une des molécules les plus abondantes dans l'univers, sauf que l'eau qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de l'eau liquide comme on a sur Terre, mais de la glace directement composée à partir des atomes. On fabrique des expériences comme ça, spécifiques, pour contraindre, pour poser ces questions-là. Parce que je définis mon métier comme effectivement fabricant de connaissances. Donc, un boulanger, il fabrique du pain tous les jours. Un chercheur, il fabrique ou il essaye de fabriquer de la connaissance tous les jours en posant des questions et en essayant de résoudre des problèmes là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce que je fais principalement, c'est d'essayer de comprendre et comment la matière elle évolue à ces très basses températures et comment ça influence la dynamique de formation des étoiles et des planètes. Donc, effectivement. Et moi, ma formation n'est pas celle directement d'astrophysicien, même si je suis vraiment un spécialiste de cette section-là, mais je suis physicien de formation. Donc, j'ai appris d'abord la physique et ensuite mes recherches m'ont fait être recruté à l'Observatoire de Paris justement pour apporter mes connaissances en physique atomique et moléculaire et développer ce champ d'activité qui était nécessaire pour comprendre les données astronomiques. Parce qu'on voit des signatures moléculaires dans l'espace, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire des milieux qui les ont engendrés. Donc voilà. Et sinon, je confirme ce qu'a dit Gilles. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que vous imaginez sans doute qu'un astrophysicien passe son temps à penser aux étoiles, aux formations. C'est vrai, c'est nos objets d'étude. Mais en fait, ce qui est assez, surtout en ce moment avec la pandémie, moi, j'étais avec des Américains, j'étais avec des Japonais, avec des Italiens, avec des Hollandais dans les quelques semaines qui ont précédé. Toutes les semaines, je m'échappe. Alors maintenant, c'est par Teams ou par Zoom ou par Skype, mais c'est vrai que mes collaborateurs sont aux quatre coins du monde et ça, c'est quelque chose qui est très riche pour la découverte des autres et le métier de chercheur, mais est un métier où on doit accepter son ignorance et c'est ça tout le principe. Hein. Mon métier pour moi, c'est de me poser des questions et de répondre à des questions. Et donc, pour tous ceux qui n'aiment pas trop les contraintes, qui n'aiment pas chercher à comprendre, qui n'aiment pas tourner les pièces du puzzle dans tous les sens, ce métier-là ne conviendra pas. Mais pour les autres, pour tous ceux qui aiment vraiment l'image la plus marquante, c'est sans doute tourner les pièces des puzzles dans tous les sens jusqu'à ce que quelques pièces s'assemblent et puis essayer aussi d'écrire qu'est-ce que c'est que cette pièce de connaissance ou de puzzle et où est-ce qu'elle s'imbrique. C'est ça qui m'intéresse, qui me passionne. Et j'ai des étudiants qui viennent du bout du monde en ce moment. Les étudiants, alors quand j'appelle ça les étudiantes, c'est pas. J'enseigne en première année d'université jusqu'à la 5e année d'université dans des cursus classiques de physique notamment, principalement. Mais après, une fois qu'ils sont en recherche, ils travaillent les étudiants travaillent sur mes thématiques. Ce sont des étudiants salariés qui gagnent suffisamment bien leur vie pour être autonomes. Donc là, en ce moment, il y en a qui viennent d'Italie et d'Inde.
Donc, ce sont mes 2 étudiants en thèse qui travaillent avec moi au quotidien. Enfin, à distance, 1 jour sur 2. Je ne sais pas si maintenant on laisse la parole à quelqu'un d'autre ou si il y a une fin. Oui, il y a 2 étudiants, là, Nour et Wissem, qui sont là. On va laisser Nour expliquer un peu, elle, son parcours. Je sais que Nour est passionnée d'astronomie, d'astrophysique. D'ailleurs, elle travaille même un peu dans le domaine, puisqu'elle a fait quelques vacations dans un centre qui s'appelle le Étoile, hein, qui est un musée. Enfin bon, tu pourras Elle peut-être… va nous expliquer. Oui, je te laisse la parole, Nour. Merci. Ouais, juste le petit point qui apparaissait pas sur ta présentation, c'est qu'une fois qu'on a obtenu sa thèse, il y a quand même plusieurs années d'études postdoctorales et de précarité. Donc, on n'est pas astronome directement à l'issue de sa thèse. Malheureusement, il y a encore un petit parcours assez difficile à l'issue de la thèse. Tu as tout à fait raison. Il faut effectivement… On peut y arriver, et on y arrive aussi par des études de physique et de mathématiques et autres, pas seulement les masters d'astronomie. Voilà, c'est juste la petite précision que je voulais. On va laisser à nous le temps, à peu près 5 minutes, et ensuite on donnera la parole à Wissem. Oui. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Nour et je suis étudiante en physique-chimie, en L3 physique-chimie. Alors, moi, je suis égyptienne et du coup, j'ai fait une bac internationale. C'est comme bac S, spécialité en physique-chimie. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai venu en France. J'ai fait L1 physique-chimie. Et du coup, physique-chimie, j'ai choisi cette parcours parce qu'en fait, en physique-chimie, on a fait presque tout. Genre, on va avoir des bonnes connaissances en physique, en chimie, en informatique, en maths. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire après, c'est l'étude de l'astronomie et l'astrophysique. Du coup, moi, je trouve que la licence physique-chimie, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de réelle culture scientifique qui est fondée avec des bonnes connaissances scientifiques. Après, maintenant, je suis en L3, mais du coup, en L1, c'est juste des bases. Par exemple, on fait les bases fondamentales, les lois de Newton, lois de Kepler. Et en L3, on a allé trop loin. On a commencé par physique quantique, on fait aussi chimie quantique. Voilà. Et après, ce que je veux faire après, c'est un master professionnel en astronomie. C'est-à-dire, en fait, je veux orienter vers le domaine de recherche d'astrophysique et les études de l'univers et la matière et tout ça. Et en plus, j'ai eu beaucoup de la chance de travailler à peu près dans ce domaine. J'étais une animatrice scientifique au Parc aux Étoiles, à Triel-sur-Seine, où il y a l'observatoire de Triel. Et du coup, j'ai eu beaucoup de la chance d'utiliser une lunette astronautique. Cette lunette, elle était datée du 19e siècle. Et j'étais trop contente de voir ça et utiliser quand même ça avec les gens parce que j'étais animatrice. Et du coup, en fait, j'ai pas encore fait grand-chose, mais j'attends que je fasse plus que ça. Puisqu'en fait, pour être une astrophysicienne, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup d'études. Et avec tout ça, je peux dire qu'on ne connaît pas grand-chose. Parce qu'en fait, l'univers, c'est l'univers. Et avec un peu de recherche et tout ça, on est un peu loin. C'est-à-dire, en 2019, on a réussi à prendre une photo, le premier photo d'un trou noir. C'est-à-dire, avant ça, on connaît presque rien. On connaît que des théories sur les trous noirs. Et en 2019, on a réussi à prendre la première photo d'un trou noir. Du coup, en fait, ce domaine, je l'aime trop et il faut beaucoup d'efforts pour réussir dans ce domaine. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Nour. On va laisser la parole à Wissem pour compléter, puis après, on répondra à vos questions. Oui. Alors, pas de souci. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, Wissem, on vous entend bien. Alors, bonjour, je m'appelle Wissem Gariani. Je suis actuellement en 2e année de licence de physique-chimie. Donc moi, comme Nour, mon objectif, c'est de faire un master en astrophysique qui a un lien direct avec l'astronomie.
Alors moi, je vais vous présenter mon parcours qui est assez atypique parce que mon parcours, j'ai obtenu un bac technologique STI 2D en 2017. Par la suite, j'ai commencé une prépa CUPGE, maths sup TSI, mais la grosse quantité de sciences de l'ingénieur ne me convenait pas du tout. Du coup, j'ai pu me réorienter donc en licence de PCST, en physique-chimie, donc en première année, après avoir fait mon année de prépa. Donc, je voulais découvrir le milieu universitaire et je voulais absolument faire de la recherche et la fac est idéale pour ça, car on travaille à son rythme, on prend le temps de se passionner dans son domaine d'études. Comme je viens d'une filière technologique, donc STI 2D, qui n'a pas de chimie, j'ai eu une grosse lacune au début de ma licence pour combler les lacunes de chimie, vu que j'ai pas de chimie en STI. Du coup, j'ai dû redoubler ma première année pour pouvoir ensuite rattraper mon retard. Et du coup, j'ai pu continuer. Me suis passionné pour la physique et pour la chimie. Et du coup, aujourd'hui, je suis en deuxième année de licence de physique-chimie. Ça se passe très bien. J'apprécie beaucoup les profs et les matières qu'on a. On aborde la physique et la chimie sous plusieurs angles. Donc en physique, on a abordé par exemple l'électromagnétisme, la mécanique, donc en première année, l'optique cette année, ainsi que différents domaines. En chimie, la même chose, hein, sous plusieurs aspects, donc l'atomistique, la chimie organique ou inorganique. Pourquoi j'ai choisi la physique-chimie? Parce que voulant faire un master d'astrophysique, je voulais étudier la nature et le comportement dans l'espace. Je me suis dit que la chimie était quand même importante, du coup, et je sais que c'est un atout non négligeable. Du coup, voilà. Et la licence et la fac en général est un milieu d'épanouissement. Du coup, elle est bien différente des classes préparatoires, vu que moi j'ai fait les deux du coup. Le travail en autonomie est nécessaire et voire indispensable, et la maîtrise de son temps est primordiale. Le goût pour les sciences, bien entendu, est important. Les notions abordées en physique et en chimie, ainsi qu'en maths, demandent beaucoup de travail personnel. Donc, contrairement à la prépa, on est vraiment euh, presque livré à nous-mêmes, c'est-à-dire on a quand même on doit quand même travailler de notre côté, mais ça nous permet de développer une certaine culture scientifique, nous intéresser à d'autres aspects de la science, un autre aspect de la science, par exemple. Je sais que lorsqu'on fait de la physique, par exemple l'électromagnétisme, je me suis du coup intéressé à l'actualité scientifique qui avait un lien direct avec l'électromagnétisme en physique. Du coup, ça m'a permis de cultiver scientifiquement et du coup d'aborder pleinement le chapitre en question. Donc pour ma part, ma passion de l'astronomie que j'alimente depuis mon plus jeune âge m'a conforté dans ma poursuite de mes études après le bac. Et du coup, j'espère pouvoir continuer en master dans le domaine de l'astronomie. Voilà. Merci Wissem. Merci beaucoup, Wissem. Des débats très intéressants. Nous allons procéder maintenant à répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? Alors, vous pouvez directement les écrire par le chat et nous y répondrons. Allez-y. Alors, Kali nous demande, a-t-on forcément besoin de prendre la spécialité anglais en première ou terminale, donc pour s'orienter ensuite vers cette voie? Sinon, de quel niveau d'anglais a-t-on besoin pour participer à des projets internationaux? Je vous laisse répondre. Je peux répondre peut-être. Oui, François, oui. Là, il se trouve que il n'y a pas de prérequis explicite en anglais, sauf comme toutes les licences de toutes les études supérieures, mais que effectivement la langue professionnelle c'est l'anglais. C'est-à-dire que moi je parle un anglais que j'ai appris comme un lycéen normal, et en début de carrière ça a été une de mes limitations parce que j'écris beaucoup en anglais et l'essentiel de mes textes en fait sont des textes que j'écris en anglais parce que c'est comme ça que c'est le véhicule scientifique. Quand je vous ai dit qu'un boulanger il fabrique du pain et il vend son pain, ben nous c'est pareil.
Et ce n'est pas du pain qu'on vend, c'est des articles, et les articles sont rédigés en anglais. Donc, ça s'apprend sur le tas, mais le plus vous apprenez l'anglais tôt, le mieux c'est. Mireille, je crois, aussi peut parler. Mireille? Oui, moi j'ai fait le chemin inverse. Donc j'ai appris en fait à parler français à l'école. Mais par contre, le fait d'avoir fait une thèse en France, ça t'oblige quand même à avoir un bon niveau de français aussi. Donc l'anglais et le français sont définitoires pour un étudiant qui étudie en France en fait. Et pour moi, par exemple, le français, c'est une langue ronde. Donc, on a plein de... on découvre au fur et à mesure la langue française et j'estime qu'il y a foison des situations qui te permettent en fait de t'améliorer en français. Mais je crois que ton exemple, Mireille, est assez symptomatique. C'est que, en fait, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'être immergé dans le pays. Absolument. Oui. Et c'est pour ça que ce que disait François à juste titre, c'est que dans ce que j'ai présenté, effectivement, il y a un petit plus, c'est-à-dire que vous sortez à bac plus 8, vous avez théoriquement tout ce qu'il faut pour obtenir un poste, sauf que, alors on peut parler des choses, hein. Globalement, c'est une dizaine de postes par an offerts, que ce soit aux observatoires, au CNRS ou dans les universités. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui sortent de thèse que ce nombre-là. Et surtout, vous sortez de votre thèse, votre dossier, il faut le compléter. Pour le compléter, généralement, vous partez à l'étranger, sur un contrat temporaire d'une année, 2 années, ce qu'on appelle des études postdoctorales. Et à ce moment-là, effectivement, vous serez immergé dans le pays et la langue, vous n'aurez aucun souci. Je prends ma propre expérience. J'ai été faire pendant mes études des stages aux États-Unis, ce qui m'a permis effectivement à cette période-là d'être très à l'aise dans cette langue. J'ai même joué dans un observatoire américain qui s'appelle le VLA, en plein désert du Nouveau-Mexique. Les gens pensaient que j'étais vraiment américain, alors que pourtant, voilà, moi j'avais juste appris l'anglais à l'école et pas spécialement fait des choses très ou passer des diplômes dans les langues. Donc, non, ce n'est pas une obligation de prendre donc la spécialité anglais en lycée. Ça viendra, voilà, je pense que la spécialité… Par contre, toutes les vidéos YouTube en anglais, pas en français. Et je vais ajouter que quelle que soit la filière universitaire que vous allez suivre après votre bac, que ce soit cette voie en astrophysique ou autre, il y a une grande part, l'importance des langues est fondamentale. Il y a une grande part de l'apprentissage des langues, l'approfondissement des langues dans toutes les disciplines à l'université. Et souvent, l'anglais est dispensé en première langue et on vous accompagne dans la consolidation de la maîtrise de la langue puisque vous aurez des tests de niveau et on partira de votre niveau requis en arrivant chez nous à l'université. D'accord ? J'ajoute que plus de 50% des étudiants en thèse à l'école doctorale sciences et ingénierie de l'université ne sont pas français. Donc, une partie est francophone, mais pas francophone maternelle. Donc, il faut bien voir que même au niveau doctorat, pratiquer une autre langue que le français est souvent utile. Et il y a aussi des étudiants français qui vont évidemment faire leur thèse en Hollande, en Angleterre. Et avant le doctorat, oui. Merci François. Avant le doctorat, on a aussi la possibilité de faire une année d'études à l'étranger dans une université partenaire. Donc, vous aurez probablement la possibilité de partir dans le cadre du programme CREPUC ou Erasmus+, dans un pays de langue anglaise pour perfectionner tout en poursuivant et ça vous ouvre aussi vers une autre culture et voir aussi le domaine de l'astrophysique avec un autre regard que celui de l'université française dans laquelle vous serez. Oui. Il y a Pierre qui nous demande, est-ce que les études d'astronomie sont nécessaires? Est-ce qu'il faut nécessairement faire des études d'astronomie, en fait, pour devenir astronome?
Ouais, je crois que François a un peu répondu à la question parce que lui a eu un parcours un peu particulier. C'est surtout la physique qu'il faut faire. Les études d'astronomie en elles-mêmes, elles ne sont présentes qu'au niveau du master. Alors après, dans les premières années d'université, dans ce qu'on appelle la licence, vous pouvez avoir quelques petits modules d'astronomie. Hein. Vous voyez, par exemple, moi j'en anime un sur l'utilisation d'un planétarium mobile. Il y a aussi un module d'astrophysique ici à l'université. Mais l'enseignement de l'astronomie en lui-même, c'est essentiellement au niveau des masters. Et encore, quand vous regardez, je vais vous mettre dans le chat le lien sur le site de la SF2A qui liste la dizaine de masters en France qui permettent effectivement d'aborder l'astronomie. Vous verrez qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui sont spécialisés à 100% astrophysique. Hein. Vous devez en avoir un à Grenoble, 1 ou 2 à Paris, et c'est tout. Et tous les autres, c'est essentiellement des masters de physique dans lequel vous avez un parcours astrophysique. Hein. Et donc, du coup, si vous voulez aborder ce métier, hein, vous n'êtes pas obligé de l'aborder avec l'étiquette astro. Vous pouvez l'aborder par plein d'étiquettes différentes, y compris pas de la physique du tout. Hein. Je pense encore, si vous voulez construire les futurs instruments qu'on positionnera sur la Lune ou sur Mars, faites des études d'optique, faites des études de mécanique, parce qu'on a besoin de fabriquer des pièces, on a besoin de lentilles. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aborder cet aspect-là l'astro par le biais de la technique, et y compris aussi de la vulgarisation, parce que dans ce métier, alors là, pour le coup, vous ne ferez pas de recherche, mais par contre, vous transmettrez au grand public toutes les beautés de l'univers. Je crois que Mireille avait un mot à ajouter. Oui, je compléterai je commence par dire pas nécessairement. Ceci dit, quand nous sommes enfants, adolescents, c'est bien d'avoir une idée sur la voûte céleste. C'est bien aussi d'avoir une activité dans une association d'amateurs, ceux qui regardent le ciel. Et la physique est fondamentale par la suite quand on veut approfondir. Et également, la partie ingénierie instrumentation est importante, mais n'oubliez pas que nous sommes en train aussi de parler de la vie sur Mars, des problèmes liés à l'exobiologie, des aspects liés à comment on peut exploiter les minéraux dans l'espace. Donc, du coup, c'est tout un complexe de sciences exactes qui concurrent. Et donc, c'est effectivement une idée, une appréhension qu'on peut avoir dès le début de l'école secondaire. Je crois que c'est la passion qui doit vous mener. C'est-à-dire que les matières que vous aimez, c'est dans celle-là qu'il faut que vous poursuiviez. Parce que plus vous allez monter en études, plus ça va être compliqué. Et donc, forcément, si vous faites des choses que vous n'aimez pas, ça va être très compliqué. Par contre, si vous êtes dans votre domaine, dans des choses qui vous plaisent, apprendre, travailler, vous n'aurez pas l'impression que vous travaillez. Moi, je pense, et François et Mireille pourront confirmer, Dominique aussi. Vous voyez, je suis presque à la fin de ma carrière, mais je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé dans ma vie. En confiant. Je me lève tous les matins et c'est un bonheur pour moi d'aller jusqu'à l'université. Donc, je peux dire aussi aux jeunes que il est très difficile de savoir, quand on a leur âge, de savoir qu'est-ce qui va être utile par la suite. Parce que, vous voyez, moi, j'étais assez bon en orthographe, mais un professeur d'université, ça a besoin d'être bon en orthographe. Bien sûr. Mais est-ce qu'un astrophysicien, ça peut se permettre de faire des fautes d'orthographe? Je passe mon temps à rédiger des textes, à écrire. Donc, le français, ça m'est utile. Et puis, même les notions, ce que j'apprends en histoire, en géographie, en culture. Donc, apprendre, mon métier, c'est d'apprendre et d'être curieux et d'apprendre. Donc, si vous n'aimez pas apprendre, si l'école, c'est un calvaire, si vous ne rêvez pas, astrophysicien, ça n'ira pas. Je suis, comme dirait Gilles, une grande partie de notre… Moi, je suis payé pour lire pour lire des bouquins, je suis payé pour lire des articles, je suis payé pour
suivre des conférences, je suis payé pour réfléchir. C'est ça mon métier. Et donc, presque, je suis payé pour être élève. La seule différence, c'est que c'est moi qui choisis mes cours, entre guillemets, ce que je vais apprendre. Voilà. Et donc, on dit en anglais, parce que on dit curiosity driven, c'est-à-dire que la recherche, c'est dominé ou tiré par la curiosité. Donc, si vous êtes un curieux, mais un curieux organisé, comme a dit Gilles, un curieux un peu rigoureux qui est capable de s'imposer aussi à certaines contraintes académiques, là, ce métier-là, ou les métiers de la science, même les métiers de sciences humaines, c'est peut-être même encore pire, elles se ressemblent. C'est des métiers de curiosité. Donc, c'est vraiment ça que vous devez viser. Merci beaucoup François pour ce témoignage passionnant. Je prends 2 dernières questions parce que nous avons quasiment dépassé l'heure d'1 minute. Après, ce qu'on peut faire, on va mettre nos adresses mail aussi. Enfin, je vais Oui, bien sûr, on va communiquer. Si vous oui. avez des questions, n'hésitez Voilà. pas à me contacter. Oui, donc il demande s'il est nécessaire dans le domaine de l'astronomie de faire de la biologie. Ensuite, GC qui demande s'il est possible de changer comment dirais-je, mes spécifications, mais j'imagine que de changer le cursus en cours de sa carrière en tant que physicien ou astrophysicien, c'est-à-dire qu'un astrophysicien, est-ce qu'il peut s'engager sur d'autres voies professionnelles? Et puis la dernière question, quelle spécialité recommandée, requise en première et en terminale pour pouvoir s'engager vers des études d'astrophysique? Voilà, les 3 dernières. Et puis très rapidement, parce qu'il faudrait que moi, je puisse accueillir le groupe suivant. Oui, et sur la biologie, très rapidement, non, pas du tout. Et encore une fois, la voie royale, c'est maths et physique-chimie en spécialité. Mais après, si vous avez pris bio et maths, voilà, c'est pas un souci. Ça pourra le faire aussi. L'autre point pour les passerelles, effectivement, dans les premiers cycles universitaires, vous avez, si vous partez dans une voie, vous voyez, Wissem qui est parti en CUPGE et puis qui est revenu vers l'université, donc il existe des foultitudes de passerelles. Donc, ce n'est pas non plus là le point important. Je vais insister, le point important, c'est la passion, c'est l'envie. C'est de faire ce qui vous plaît. Ça c'est les choses. Ça, ce sont les choses essentielles. Après, une erreur de parcours, ça arrive toujours. Vous avez perdu au pire une année. C'est quoi une année dans une vie? C'est rien. Voilà. Je laisse Mireille dire. Et puis. La question, c'est, Mireille, oui, je vous donnerai tout de suite la parole, mais la question, c'était de savoir, non pas au cours de la formation, mais en tant qu'astrophysicien ou physicien dans une carrière, est-ce qu'il peut on peut envisager, par exemple, d'autres voies, par exemple… Je peux vous donner mon aperçu, oui. Je peux vous donner mon aperçu. Moi, j'ai commencé en tant qu'enseignant en physique. Voilà. Et par la suite, j'ai changé de voie. Donc, j'ai commencé à faire une carrière aussi très, très courte dans le domaine de la presse. Ensuite, je suis allé vers l'astronomie parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ensuite, je suis allé vers l'informatique pour qu'actuellement, je sois employé comme chargé de recherche au CNRS. Donc, les passerelles existent. Et je conseillerais vivement, de par l'évolution et l'évolution sociétale des métiers, je conseille vivement les jeunes d'aller chercher et voir qu'est-ce qui leur plaise le plus. Bien évidemment, on ne peut pas avoir 1000 métiers, mais au moins qu'on ait un échantillon pour se dire, voilà, ça c'est ce que j'aime bien faire. Donc, mon parcours est un peu atypique, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis atypique en soi. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette conférence très enrichissante. On a rencontré des passionnés d'astronomie. Merci à Gilles, à Mireille, à Nour, à Wissem et à François. Et je souhaite aux lycéens qui sont présents de continuer à s'interroger, d'être curieux, de chercher, continuer à trouver des informations sur ce champ disciplinaire. Gilles Rémy vous a mis ses coordonnées. Il vous répondra avec plaisir si vous avez des questions.
par écrit ultérieurement. Voilà, nous allons aborder une nouvelle thématique et je suis obligée de vous quitter et de mettre un terme. Bonne continuation et Au revoir. au revoir à tous. Au revoir à tous et bonne continuation. Merci Au Gilles et merci revoir. à toute l'équipe. Merci à toi, Oui. Dominique, pour l'organisation. Oui, merci. Et bon courage. Bon courage. Merci. Au revoir. Salut. Alors, avant de quitter la réunion. Ok.